Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 février 2020 pour le 177e rapport de situation sur le Donbass, avec un bilan assez mitigé tant sur le plan militaire que diplomatique ou politico-économique en ce qui concerne l'Ukraine. Puisque du 8 au 14 février 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 34 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, certainement lié aux conditions climatiques que nous avons eues durant la semaine écoulée, durant lesquelles elle a tiré quand même 60 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc c'est un petit peu moins que la semaine passée, mais enfin c'est pas beaucoup. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 146 munitions, donc on est à peu près à moitié moins que la semaine passée. Bon, par contre, on voit que durant les dernières 24 heures, on a eu 12 violations et 85 munitions, dont 42 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD. Donc ça, c'est clairement pas bon du tout. Le temps se radoucit et ils recommencent à bombarder massivement. Ces tirs ont tué un soldat en RPD, 6 habitations ont été endommagées à Staromikhaïlovka hier, je vais y revenir en détail après, ainsi que le puits de ventilation d'une mine qui a été bien endommagé et plusieurs lignes électriques. Donc bon, comme on voit, il continue quand même de tirer toujours sur les cibles civiles. L'OSCE détectant de plus en plus d'armes lourdes des forces armées ukrainiennes placées près de la ligne de front en violation des accords de Minsk, l'armée ukrainienne intensifie le brouillage des signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de faire leur travail. Je vais vous montrer une petite carte qui montre que cette semaine, ces brouillages ont surtout lieu en 4 points de la ligne de front, entre autres à Bogdanovka, qui, je rappelle, est sur la partie ukrainienne de la zone de retrait de Petrovskoye, donc ça c'est très mauvais. S'ils empêchent les drones de l'OSCE de surveiller ce qui se passe dans cette zone-là, ça veut dire qu'il y a très certainement des violations du retrait des troupes et des équipements dans cette zone pilote, donc ça c'est pas bon. Il y a eu aussi des brouillages à Stepanovka, Konstantinovka et Plechievka. Donc voilà, ça c'est quand même mauvais signe. Les pertes hors combat au sein de l'armée ukrainienne continuent d'être dissimulées, parce que bon, les pertes officielles de l'armée ukrainienne pour la semaine écoulée sont de 1 blessé, alors qu'en réalité les forces armées ukrainiennes ont eu 9 morts et 13 blessés rien qu'à cause des pertes hors combat. Rien qu'à cause des pertes hors combat. Parmi les 9 morts, on en a 5 qui sont morts dans leur propre champ de mine, 2 qui se sont suicidés et 2 qui sont morts après avoir bu de l'alcool frelaté. Voilà, parmi les blessés, on a eu 3 pour des violations de règles de sécurité, 7 intoxications avec de l'alcool, 2 par leur propre champ de mine et 1 pour cause de bizutage. Voilà. C'est vraiment... c'est une catastrophe cette armée. Si on regarde tout ce qui est vol de matériel militaire, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, surtout vol de matériel militaire américain, ça se poursuit, ça se poursuit. Après les nombreuses révélations de faits de vol, l'ambassade américaine en Ukraine a décidé de lancer une inspection dans les unités ayant reçu de l'aide. Le résultat de l'audit effectué est assez édifiant parce qu'il a quand même révélé qu'il manquait pour 160 000 $ d'équipement militaire. Y compris des viseurs, entre autres des optiques de vision thermique, de l'équipement radio, des uniformes et autres pièces d'équipement assez coûteuses. En haut du palmarès, on a la 128e et la 56e brigade des forces armées ukrainiennes, en termes de quantité d'équipements disparus. Bon, il y a eu des commandants qui ont essayé de, d'arnaquer les experts américains envoyés par l'ambassade. C'était les commandants de la 10e brigade, ils étaient au courant qu'une inspection devait avoir lieu, et donc ils ont emprunté les viseurs thermiques d'autres unités. Sauf que les Américains sont pas tombés dans le panneau, qu'ils ont révélé la fraude au commandement, et qu'ils ont exigé au commandant de l'opération des forces interarmées qu'il fasse la lumière sur la disparition du matériel d'ici la fin du mois de février. Voilà. Voilà. Et puis, puisqu'on avait parlé un peu avant des pertes de l'armée ukrainienne, on va parler cette fois des chiffres des pertes en matière de véhicules blindés au début de la guerre. Donc de 2014 à 2016, ce sont des chiffres qui viennent des statistiques officielles du ministère de la Défense ukrainien, je précise. C'est pas sorti de... Voilà, ça vient d'un média ukrainien d'ailleurs. D'après ces chiffres, donc de 2014 à 2016, l'armée ukrainienne a eu 2576 véhicules blindés endommagés dans le Donbass, dont 391 ont été en fait complètement détruits. Voilà. Ou étaient tellement endommagés que de toute façon c'était pas réparable.
Le plus gros des pertes concerne les véhicules de combat d'infanterie, les BMP, dont 1415 ont été endommagés, dont 214 de manière irrémédiable. En deuxième place, on a les chars d'assaut, avec 519 endommagés, dont 79 de manière irrémédiable. Et le reste, ce sont les véhicules de transport de troupes blindées, les BTR, avec 439 endommagés, dont 68 de manière définitive, et quelques autres véhicules. Et donc voilà, vous voyez, bon. Et encore, ça, ces chiffres ne donnent pas ceux qui ont été perdus à notre profit. Hein. Je rappelle que rien que la bataille de Debaltsevo, l'RPD et l'RPL ont récupéré plus de 400 véhicules blindés de l'armée ukrainienne. Voilà, donc ça c'est juste les destructions. Voilà, vous rajoutez encore après ces pertes-là, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Voilà. Donc je vous parlais des tirs contre les zones civiles. Hier matin à 7h20, pendant près d'une heure, l'armée ukrainienne a tiré depuis ses positions de Krasnogorovka encore vers Staro-Mikhailovka. Donc on reprend les mêmes et on recommence comme la semaine dernière. Sauf que cette fois ils ont tiré 10 obus de mortier de 120 mm, 5 obus de mortier de 82 mm et 31 munitions de véhicules de combat d'infanterie, plus de la mitrailleuse lourde et des armes légères. Ces tirs ont endommagé 6 habitations, un obus est même tombé dans la cour de l'école du village. Je vous montrerai une photo, donc vous allez voir les officiers de la RPD au sein du CCCC devant le cratère laissé qui est en fait sur le terrain de sport de l'école, où normalement 30 minutes après le moment où a commencé le bombardement, les enfants auraient dû se trouver pour faire leur cours d'éducation physique. Voilà. On a eu chaud là, parce qu'il y a encore des enfants dans cette école-là. Je vais vous montrer plusieurs photos qui ont été prises par la représentation de la RPD au sein du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Vous allez pouvoir voir plusieurs maisons ont été endommagées, principalement les toits, les fenêtres et quelques portails. Cette aggravation de la situation en matière de bombardement contre des cibles civiles a poussé le chef de la représentation de l'RPD au sein du CCCC, Ruslan Yakubov, à dénoncer cette situation. Il a rappelé que l'école de Staro-Mikhailovka n'est pas la seule à avoir été touchée récemment par les bombardements de l'armée ukrainienne. Il l'a rappelé ce dont j'avais parlé la semaine dernière, à savoir que l'ancienne école de la mine 6-7 à Gorlovka avait aussi été touchée à peine une semaine plus tôt. Il a aussi souligné que les bombardements d'hier de l'armée ukrainienne ont aussi endommagé un puits de ventilation de la mine Cheluskintsev. Il a quand même rappelé qu'au total, au cours des 2 dernières semaines, 6 infrastructures ont été endommagées, dont une complètement détruite. 16 maisons ont été endommagées en 2 semaines. Il a souligné que les représentants ukrainiens à Minsk continuent à procrastiner la signature d'un paquet de mesures additionnelles pour renforcer et mieux contrôler le cessez-le-feu actuel. Il a dit que dans ce cadre, les déclarations absurdes selon lesquelles le retrait des forces et des équipements le long de toute la ligne de contact serait en contradiction avec les accords de Minsk, ainsi que le bombardement quotidien du territoire de la République envoie un signal clair que l'Ukraine n'a pas l'intention d'agir dans l'intérêt de la paix. Il a ensuite appelé la France, l'Allemagne et l'OSCE à faire pression sur l'Ukraine pour éviter une nouvelle escalade du conflit et à soulever le problème de ces violations flagrantes du cessez-le-feu par les forces armées ukrainiennes lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va avoir lieu le 18 février. Donc là je bascule sur la partie on va dire plus diplomatique de ce problème, puisque je rappelle que là on a eu cette semaine les 5 ans de la signature des accords de Minsk et que 5 ans après manifestement les accords sont complètement dans l'impasse. Il n'y a pas d'avancée sérieuse dans le règlement du conflit dans le Donbass. Donc résultat, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'analyser la mise en œuvre des accords de Minsk lors de la session qui doit avoir lieu le 18 février 2020. Et moi je pense que soit on risque d'assister à un blocage de la part des Occidentaux, soit ça va devenir du grand n'importe quoi, parce que le bilan il n'est pas franchement positif, comme le reflètent d'ailleurs les résultats de la réunion des groupes de contact qui a eu lieu à Minsk, là, le 12 février 2020, donc 50 jours pour jour après la signature des accords de Minsk 2.
donc qui ont eu lieu le 12 février 2015. Le représentant de l'RPD à Minsk, Alexei Nikonorov, a quand même souligné que la situation sur la ligne de contact est quand même très tendue et préoccupante et qu'il faut prendre des mesures concrètes pour éviter une escalade du conflit, et que c'est pour ça que l'une des tâches prioritaires de la République est de fixer par écrit un ensemble de mesures additionnelles pour mieux contrôler le cessez-le-feu. Mais bien entendu, ça n'a pas abouti. Voilà. L'accord concernant le retrait des troupes sur l'axe Oktyabr-Gnutovo non plus n'a pas été trouvé, puisque avant la réunion à Minsk, l'Ukraine a, de manière assez provocante, modifié les coordonnées du site de retrait qui était précédemment désigné, ce qui bien sûr complique le travail de coordination. Si tu changes les éléments sur lesquels tu dois t'accorder avec l'autre partie en permanence, on va jamais y arriver, voilà, ça peut pas marcher comme ça. Et en plus, ces propositions sont délibérément provocantes. Parce qu'en fait, ce qu'a dit Alexei Nikonorov, c'est qu'en fait, les propositions qui sont faites par l'Ukraine ne tiennent pas compte des principes de base du retrait des troupes, qui sont que ça doit être de manière symétrique et réciproque, voilà, en parallèle. Donc face à la mauvaise volonté évidente de la part de l'Ukraine, l'RPD a proposé de continuer les négociations par vidéoconférence pour essayer d'accélérer un petit peu le processus. Parce que bon, l'RPD comprend bien que c'est quand même très très important de mener ce retrait. Il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à faire baisser les bombardements en séparant les deux parties belligérantes. Voilà. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD. Donc, comme elle dit, le but c'est d'intensifier les négociations pour trouver un accord sur les 3 nouveaux sites pilotes afin de sauver des vies, entre autres au niveau des civils. Et donc c'est pour ça que voilà, là, ils ont proposé de travailler à distance via vidéoconférence. Donc j'espère que ça va donner quelque chose. Parce que bon, le résultat du groupe de contact concernant les questions politiques n'a pas été meilleur, puisque Kiev essaye encore et toujours de changer l'ordre d'application des différents points des accords de Minsk. On nous ressort toujours la même ancienne. C'est toujours la mère Daria Olifer, la porte-parole de Kouchma, qui a de nouveau mis en avant le fait que l'Ukraine exige le retour du contrôle de la frontière, ainsi que le retrait et le désarmement des milices populaires, avant même de commencer la mise en œuvre du reste des mesures politiques de règlement du conflit dans le Donbass. Je rappelle, ceci est complètement contraire aux accords de Minsk. Voilà, les accords de Minsk et le paquet de mesures et la formule Steinmeier disent clairement dans quel ordre ça doit avoir lieu. Le retour du contrôle de la frontière, c'est le dernier point. Quand vous avez fait la loi d'amnistie, la décentralisation, la loi sur le statut spécial du Donbass et les élections, ce n'est qu'après les élections que l'Ukraine peut officiellement récupérer le contrôle sur la frontière avec la Russie. On va pas changer l'ordre, non, ne rêvez pas, votre scénario croate, vous ne le ferez pas. Non, mais on sait ce que vous voulez, c'est pas, on n'est pas des demeurés, donc vous l'aurez pas, c'est pas la peine. Ça sert juste à bloquer à chaque fois les négociations, c'est tout ce que ça fait. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Natalia Nikonorova, qui a quand même rappelé que, bon, il y a un ordre qui est mentionné, faut lire les accords de Minsk. Elle a demandé aux représentants ukrainiens d'aller lire les accords de Minsk, et de voir que voilà, il y a un ordre, il faut le respecter, c'est pas vous le réécrivez comme ça vous chante. C'est d'ailleurs ce que Natalia Nikonorova a dit, c'est que les représentants ukrainiens poursuivent leur tentative de transformer les négociations sur le règlement politique en une formule qui leur convienne, qui leur soit plus positive pour eux. Bon, voilà, elle leur a dit retournez lire ce que vous avez signé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et elle leur a dit d'arrêter d'inventer des alternatives aux accords de Minsk et de commencer à mettre en œuvre toutes les dispositions du document qui ont été approuvées par les pays garants et validées quand même, je rappelle, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. La ministre a aussi souligné qu'aucun progrès n'avait été fait en 2 mois concernant les points qui étaient écrits dans la déclaration commune publiée à l'issue de la dernière réunion au format Normandie. Voilà, ils ont rien fait. Si on regarde le bilan, c'est catastrophique. Kiev n'a rien foutu. Or, la Russie a quand même été très claire avant et après cette réunion au format Normandie. La prochaine n'aura lieu au printemps 2020 que si de réels progrès sont accomplis. Sauf qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose qui a avancé.
Voilà, on devait s'entendre sur un cessez-le-feu complet et définitif, il est toujours pas respecté. Les 3 zones pilotes de retrait des troupes et des équipements ne sont toujours pas fixées, même la première, on n'arrive déjà toujours pas à se mettre d'accord, on est déjà à la mi-février. Alors que normalement, ce désengagement doit être mené d'ici la fin mars. Je pense que c'est très mal barré. Hein. Alors oui, il y a eu un échange de prisonniers qui a eu lieu, mais c'est toujours pas l'échange au format tous contre tous, et l'Ukraine n'a pas procédé comme prévu à l'appurement judiciaire de tous les prisonniers libérés. J'avais vu une statistique, je crois qu'il y en a à peu près 60% dont les poursuites judiciaires n'ont pas été abandonnées. Ça va pas. Et aucun accord n'a été trouvé pour ouvrir de nouveaux points de passage sur la ligne de front. Donc les progrès, c'est pas terrible quand même. Hein. Alors moi j'ai été effarée parce que la France a été sortir que le prochain sommet format Normandie était retardé à cause du changement de négociateur de l'Ukraine et de la Russie. Puisque bon, Vladimir Poutine a désigné Monsieur Kozak et puis donc Zelensky a changé hein, son chef d'administration, il a pris Yermak. Il a viré Bogdan. Donc, ça vient pas de là. Non, c'est retardé à cause de l'incapacité de l'Ukraine à appliquer ce qu'elle a signé. Hein, et entre autres, les points inscrits dans la déclaration commune faite en décembre. Donc, devant la réticence évidente de l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk, qu'elle a signés quand même il y a 5 ans, et l'absence d'avancée, bah là, lors d'une conversation téléphonique entre Poutine et Zelensky, Poutine a... Et puis devant les déclarations aussi, hein, qui se succèdent de différents dirigeants ukrainiens, Vladimir Poutine a posé cash la question et a demandé si Kiev prévoit réellement de mettre en œuvre les accords de Minsk. C'est direct. Mais ça veut clairement dire que Poutine n'est pas dupe. La Russie n'est pas dupe. Voilà, l'Ukraine se fout de la gueule du monde et Vladimir Poutine le voit très clairement. Voilà. Bon, clairement, moi je renvoie Zelensky à l'interview que Viktor Medvedchuk a accordée il n'y a pas très très longtemps à plusieurs médias ukrainiens, dans laquelle il a dit clairement que la seule alternative aux accords de Minsk, tels qu'ils ont été signés il y a 5 ans, c'est la perte définitive du Donbass pour l'Ukraine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que d'ici le 18 février, ça serait bien que Zelensky médite un petit peu là-dessus, et puis qu'ils se mettent à appliquer ce qu'ils ont signé. Ou alors qu'ils disent ouvertement, on n'en a rien à faire, on s'assoit dessus, voilà, au revoir, quoi. Voilà, soyez honnêtes. Et puis quand on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, entre autres sur le plan politique et financier, alors on voit de plus en plus que Zelensky n'est pas du tout l'ennemi des néo-nazis, puisque son gouvernement va financer les programmes jeunesse de plusieurs organisations néo-nazis ukrainiennes. Hein, on a entre autres là le parcours de la jeunesse bandériste, hein, donc en référence à Bandera, vous savez déjà qui c'est. La course de charité au nom du cyborg Igor Branovitsky. Donc je rappelle, les cyborgs, c'était les soldats ukrainiens qui combattaient à l'aéroport de Donetsk et qui ont largement bombardé des zones résidentielles de Donetsk et fait de nombreux morts parmi les civils, donc ça s'appelle des crimes de guerre. Hein. Et le festival de l'esprit ukrainien Banderstadt, voilà, vous avez un bon petit panel là. Puis bon, si on regarde de près les organisations qui sont derrière ces programmes et qui vont recevoir ces financements du ministère de la jeunesse, la culture et des sports. Là, il n'y a plus de doute qui est permis. Alors, on a le Congrès des jeunes nationalistes, hein, dont la page Wikipédia ukrainienne indique clairement que cette organisation se revendique comme représentant officiellement les vues de l'OUNB dans le domaine de la jeunesse. Donc l'OUNB, c'était les collaborateurs des nazis, je rappelle. Voilà. C'est d'ailleurs eux qui organisent hein, le parcours de la jeunesse bandériste et le parcours du peuple libre. Si on regarde leur site, d'ailleurs, on trouve une photo d'un de leurs membres, je vais vous le montrer, portant le chevron de l'organisation surmonté d'un autre sur lequel on peut lire donc l'Ukraine au-dessus de tout. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Vous remplacez l'Ukraine par Allemagne et vous le mettez en allemand, ça donne Deutschland du beurre à l'aise. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez réviser l'histoire nazie. Voilà. Enfin, de l'Allemagne nazie. Voilà, cette phrase est interprétée par les nazis comme le fait que l'Allemagne devait dominer le monde, donc bon, je pense que ça se passe de commentaires. Si on regarde une autre organisation qui sera financée donc, par le ministère ukrainien de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, on découvre la Jeunesse populaire ukrainienne, qui dit ouvertement avoir participé à la Révolution Orange et au coup d'état du Maïdan de 2014. On a l'Union de la Jeunesse ukrainienne, primée pour des projets au nom évocateurs comme la Voix du guerrier et la course de charité au nom du cyborg. Là. Bon, cette organisation promeut clairement Stepan Bandera, les soldats ukrainiens qui ont combattu à l'aéroport de Donetsk, et fête l'anniversaire de la mort de Roman Shushkevich, je rappelle, qui était le commandant du 201e bataillon Schutzmannschaft, qui entre autres a participé au massacre des Juifs à Babi Yar. Voilà.
je pense que ça se passe de commentaires. Bon, il y en a d'autres qui peuvent sembler un peu plus innocentes, comme les scouts, hein, surnommés Plast, parce que bon, ils se revendiquent apolitiques, mais en fait, ils le sont pas. En fait, quand on regarde des photos de ces scouts au pied d'un monument à Lvov qui commémore la division SS Galicie, si tu me dis que ces gens-là sont apolitiques, je pense qu'on ne doit pas avoir la même définition de ce mot-là. D'ailleurs, cette organisation sur leur site se revendique d'avoir participé activement au XXe siècle aux guerres d'indépendance de l'Ukraine et de continuer de défendre les frontières de l'Ukraine actuellement à l'Est, c'est-à-dire qu'en gros, ils participent à la guerre civile dans le Donbass. Voilà. Donc ils sont pas du tout apolitiques. Certaines sont même encore plus fourbes, hein, qu'ils ont des noms qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, comme le Centre national pour les défenseurs des droits de l'homme, qui est en réalité dirigé par Denis Polischuk, qui appartient au groupe néo-nazi C14, et qui est accusé d'avoir quand même assassiné l'écrivain et journaliste Oles Bouzina. Voilà. Puis il y a une autre structure liée à C14, nommée Assemblée éducative, qui elle aussi recevra un financement de l'État. Pour son projet, nous sommes fiers des Ukrainiens. Voilà, je rappelle quand même que C14 a été désigné comme étant une organisation néo-nazie par ni plus ni moins que l'Atlantic Council, le Parlement britannique et plusieurs médias comme le Washington Post ou Reuters, qui sont pas vraiment des organes de propagande du Kremlin. Voilà. Bon, d'autres projets qui vont être financés ont des noms clairs comme de l'eau de roche, comme le projet Invaincu au nom de Yaroslav Melnik, qui était un des chefs de l'organisation OUN-UPA en Ukraine, donc je rappelle encore une fois des collaborateurs de nazis, et donc c'est génial. Donc là en Ukraine, des organisations néo-nazies vont pouvoir recevoir des fonds du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour leur festival destiné à nazifier les gamins ukrainiens. Voilà. Les subventions iront de 120 000 à 450 000 grivnia par projet, en sachant que certaines organisations ont eu plusieurs projets qui ont été acceptés, ainsi que l'Union de la jeunesse ukrainienne recevra elle seule au moins 1,6 million de grivnia, soit environ 60 000 euros. Et puis, d'après le site strana.ua, hein, qui est quand même un média ukrainien, si on met bout à bout toutes ces organisations néo-nazies pudiquement appelées nationalistes, hein, dans le site Strana, ces dernières recevront à elles seules presque la moitié du budget prévu pour ce truc-là, soit 8 millions de grivnia sur les 20 millions, donc ça fait quand même 300 000 euros, qui vont partir dans des organisations néo-nazies, tout va bien. Et encore, ce total ne compte que les projets pour lesquels le montant du financement a été indiqué, hein, parce que pour certains, comme un des projets du fameux Centre national pour les défenseurs des droits de l'homme, là le truc qui est rattaché au groupe néo-nazi C14, c'est même pas le cas. Donc ce qui veut dire que le total des financements alloués par l'Ukraine à ces organisations néo-nazies pourrait même donc être supérieur aux 8 millions de grivnia. Et c'est pas un cas isolé ni la première fois, les mêmes organisations sont dans une liste de bénéficiaires de subventions qui a été publiée en décembre 2019, et avant ça le gouvernement Poroshenko faisait exactement la même chose, voilà. Et puis les organisations de jeunesse ne sont pas le seul moyen qu'a trouvé l'Ukraine pour financer plus ou moins discrètement des organisations néo-nazies, puisque le 15 janvier là, 2020, il y a eu un nouveau projet de loi qui a été déposé à la Rada, qui inclut la garde nationale, qui je le rappelle est quand même constituée majoritairement de bataillons néo-nazis comme Azov, dans la liste des organisations ou administrations qui font du renseignement militaire, ce qui ouvre la voie à un financement pour leurs activités d'espionnage, y compris à l'étranger, c'est-à-dire la Russie par exemple. Donc là, l'Ukraine va pouvoir financer le fait que diverses organisations néo-nazies envoient leurs membres espionner, mais aussi commettre des attentats terroristes en Russie, puisque je rappelle quand même qu'il y a plusieurs membres d'Azov, de secteur droit, qui ont été arrêtés en Russie pour avoir préparé des attentats terroristes. Voilà, et tout ça, ça va être sous couvert de financement du renseignement. Bon, en vrai et en langage juridique international, ça s'appelle du financement du terrorisme. Voilà. C'est ce dont l'Ukraine a accusé la Russie devant la Cour de justice de l'ONU. Je trouve ça extraordinaire quand même. Pour moi, clairement, je veux dire, si Kiev finance ces organisations néo-nazies sous couvert de projets pour la jeunesse ou d'activités d'espionnage, ça veut dire clairement que le gouvernement ukrainien soutient ces organisations, leurs actes, y compris les attentats terroristes, et donc leur idéologie. Donc, moi, non. Zelensky n'est pas du tout l'ennemi de ces organisations néo-nazies. C'est ses alliés. La preuve, il les récompense généreusement à coups de pognon gouvernemental, sous couvert de festivals pour la jeunesse, de financement des agences de renseignement, et Dieu sait quoi d'autre, parce que là, c'est ce qu'on a réussi à trouver. Mais il y a sûrement d'autres schémas de financement bien tordus. Si Zelensky combattait réellement ces organisations, il commencerait par leur fermer le robinet de pognon, pour les asphyxier financièrement. Je veux dire, c'est la logique même. Or là, on voit le contraire. On voit que son gouvernement va financer ces organisations.
Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut toujours regarder, arrêter de regarder le blabla. Parce que Zelensky vous dit, oui, je vais à la prochaine réunion format Normandie, et je veux la paix, et on va appliquer les accords de Minsk. Regardez les faits, pas le blabla. Voilà, les faits, ça prouve que Zelensky, c'est juste un Poroshenko bis en plus jeune et en plus mince. C'est tout. Mais la politique, c'est la même que celle de son prédécesseur. Et il s'appuie lui aussi sur les organisations néo-nazis pour continuer le travail de nazification de l'Ukraine depuis le Maïdan. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, voilà. Et ils continuent aussi de faire voter les lois qui vont permettre de dépouiller les Ukrainiens du dernier truc qui leur reste, à savoir leurs terres. Hein, puisque après le vote en première lecture du projet de loi concernant la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles en Ukraine, et devant l'opposition quand même assez massive de la population, ils sont quand même 64% à être contre, hein, quand même, c'est un peu logique, hein, c'est une privatisation des terres qui risque de mener à la même catastrophe que la privatisation des sociétés qui a eu lieu après l'effondrement de l'URSS. Donc là, le gouvernement ukrainien a revu un petit peu le texte de loi, ils l'ont amendé pour essayer d'éteindre les craintes de voir le pays perdre le contrôle de ses terres agricoles au profit des étrangers. Ils ont diminué la limite de la surface achetable par une même personne, ils l'ont divisé par 20, donc maintenant c'est plus que de 10 000 hectares. La vente de terres agricoles aux étrangers et sociétés détenues par des étrangers ou enregistrées dans des zones offshore reste interdite jusqu'à ce qu'un référendum en décide autrement. Ça, hein. Le paiement en liquide est interdit, la vente de terres agricoles est interdite aux citoyens russes. Je pense que la Russie pourrait faire casser ce truc-là devant l'OMC, parce que ça c'est une discrimination, même après le référendum. Hein. Et pour des raisons de sécurité nationale, il serait impossible pour des sociétés ukrainiennes financées par des étrangers d'acheter des terres agricoles à moins de 50 km de la frontière, même si le résultat du référendum est positif. Ils ont aussi fixé un prix minimum d'environ 25 à 30 000 hryvnias par hectare jusqu'en 2030, pour éviter que des gens se retrouvent à vendre leurs terres pour une hryvnia l'hectare, quoi. Et ils ont enfin fait un vrai système préférentiel pour les agriculteurs qui veulent acheter les terres qu'ils cultivent actuellement en location, donc avec un système en gros de leasing, quoi, location-achat, sur maximum 7 ans. Mais tout ça n'a pas suffi à calmer les inquiétudes légitimes de la population, et surtout des premiers concernés, à savoir les agriculteurs, qui ont protesté à Kiev le 6 février, quand devait commencer le vote en seconde lecture de cette loi. Donc clairement, entre autres, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que la loi allait ouvrir le marché pour les particuliers et pour les sociétés en même temps. Or, les autres pays d'Europe de l'Est qui ont eu ce genre de réforme ont mis en garde les agriculteurs ukrainiens en disant que voilà, il faut ouvrir progressivement, c'est-à-dire il faudrait d'abord faire pour les particuliers, voir comment ça se passe, voir si la justice fonctionne, s'il n'y a pas de pillage, et alors après ouvrir aux sociétés, ce qui effectivement serait déjà beaucoup moins dangereux. Et puis là aussi, il y a eu aussi le problème que le gouvernement ukrainien a promis d'aider financièrement les agriculteurs à faire face à la réforme, mais pour l'instant c'est juste du blabla, il n'y a rien de concret. Et quand on voit l'état financier de l'Ukraine, je vois pas comment Kiev va pouvoir tenir cette promesse, parce qu'ils ont déjà plus d'argent pour payer les retraites ni financer les hôpitaux, donc ils sont dans la merde, hein. L'opposition à la loi d'ailleurs n'a pas eu lieu que dans la rue. Plusieurs partis, dont la plateforme d'opposition pour la vie, et des membres du parti d'Yulia Tymoshenko, hein, donc ces deux partis peuvent pas se blairer, hein, mais là-dessus ils sont d'accord. Ils ont bloqué complètement la tribune de la Rada le 6 février, ce qui a empêché le vote en seconde lecture. Résultat, ils ont reprogrammé le vote le lendemain, mais il n'a pas eu lieu, et pour l'instant ils ont repoussé sine die. Voilà, on n'a pas encore de nouvelles dates. Et alors c'est là qu'on en arrive à une proposition bien délirante qui a été faite par un expert ukrainien, parce que alors que le gouvernement ukrainien essaye un peu d'éteindre les craintes de voir le pays perdre le contrôle de ses terres agricoles, on a Zinoviy Zvereda qui avait proposé ni plus ni moins que de vendre les terres proches de la frontière avec la Russie aux Américains pour que les Américains protègent l'Ukraine contre la Russie. Ouais. Véridique. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Il a dit: là où il y a la guerre, il y a souvent une volonté d'investir dans l'achat de terre, car alors la terre est moins chère. Je dirais personnellement, vendons autant que possible les territoires frontaliers de la région de Soumy et Kharkov aux entreprises américaines. Parce que les troupes américaines viennent là où il y a une propriété privée américaine, là où il y a leur intérêt. Hein, voilà, pour lui, la vente de terre aux Américains permettrait de résoudre aussi le problème du gaz de schiste dans l'est de l'Ukraine. Bah oui, parce qu'on n'en veut pas non plus. Hein, je veux dire, t'as pas envie d'avoir une station de forage dans ton jardin et d'avoir de l'eau polluée aux hydrocarbures.
Voilà, dans ton robinet, hein, c'est un peu logique. Il a déclaré que les Cosaques ont toujours cherché les Turcs, les Tatars ou quelqu'un d'autre. Il faut avoir des partenaires pour gagner. Alors moi déjà, cette dernière déclaration, j'ai failli tomber de ma chaise. Parce que ça prouve que la révolution de la dignité n'a rien à voir avec la défense de l'indépendance de l'Ukraine, mais bien sa mise sous tutelle des États-Unis. Hein, parce que ce que propose cet expert, et qui est publié dans un média ukrainien sans aucune controverse. Le journaliste à aucun moment dit que quand même c'est un peu... Non. Et là, en fait, ce que le mec propose, c'est de transformer l'Ukraine en colonie américaine pour contrer une agression russe qui n'existe pas. Et c'est d'ailleurs la déclaration de ce mec-là qui en est même la meilleure preuve, puisque ce monsieur dit que l'Ukraine a besoin de partenaires pour gagner contre la Russie, alors que ça fait 6 ans que la propagande ukrainienne nous bassine avec le fait que l'armée ukrainienne aurait réussi à elle seule à stopper l'armée russe dans le Donbass. Alors, il faudrait savoir, les mecs, soit vous avez réussi comme des grands à stopper la deuxième armée la plus puissante au monde, soit vous avez besoin des Américains pour ça. Mais dans ce cas-là, ça veut bien dire que vous n'avez jamais arrêté l'armée russe dans le Donbass, et que c'est bien une milice populaire locale que vous affrontez depuis 6 ans, et que face à l'armée russe, vous ne faites pas le poids, d'où le fait que vous êtes en train d'appeler à l'aide l'oncle Sam. Voilà, ça peut pas être les deux à la fois, hein, c'est exclusif, c'est soit A, soit B, hein, ça peut pas être les deux en même temps. Voilà. Et puis alors, sa phrase sur la propension qu'ont eu les Cosaques d'aller chercher systématiquement quelqu'un pour les protéger, c'est pas de top dignité quand même. Non. On dirait l'attitude d'une prostituée qui se cherche un maquereau. Peu importe lequel, pourvu que le Mac la protège. Là, la dignité de l'Ukraine, elle vient de se prendre une grande tarte dans la figure, là. Là, le pays est relégué au rang d'aspirant au rôle de vulgaire colonie, et non de partenaire. Hein. Quand t'es prêt à vendre ta terre pour que les mecs te protègent, t'es une pute. Voilà, t'es pas un partenaire. T'es pas à un niveau d'égalité, là. Voilà, là, vous êtes prête à mendier la protection des États-Unis contre la dernière chose certainement qui vous reste, c'est-à-dire vos terres agricoles, parce que votre industrie, elle est détruite. Hein. Il y a eu un économiste ukrainien qui a dit clairement que là, le pays, il est en train de courir vers le défaut de paiement. Hein, et que, voilà, c'est très mal parti, là. Voilà. Et donc pendant ce temps-là à Kiev, en plus de ces idées délirantes de télévision en russe à destination des Criméens et des gens du Donbass pour essayer de les convaincre que l'Ukraine c'est super, Zelensky a demandé à son gouvernement de développer un programme d'enseignement à distance pour les habitants de l'RPD et de l'RPL sur la langue et l'histoire de l'Ukraine. Donc là on a eu un blogueur d'ici, Alexei Karpouchev, qui a demandé ironiquement sur Twitter si pour la partie histoire moderne, ces cours allaient enseigner aux gens de l'RPD et de l'RPL que les républiques se tirent sur elles-mêmes, comme le prétend Kiev depuis 2014. Ou s'ils vont adapter un petit peu le programme quand même pour pas trop passer pour des cons. Hein, parce que s'ils espèrent sincèrement récupérer le Donbass comme ça, non, vous pouvez économiser le pognon. Hein, le pognon pour cette télé en russe et puis pour vos programmes de propagande à distance. Parce que non. Dans Zelensky, je te conseille de regarder la vidéo que je vais vous passer maintenant. Je vous mets pas le son, je vous mettrai le lien vers la vidéo originale dans le sommaire, comme ça pour les russophones qui veulent regarder le détail. Mais donc cette vidéo, c'est un journaliste, télévision, qui est en liaison téléphonique avec un habitant dans Tratsit, en République populaire de Lugansk, et qui demande au gars, quand est-ce que vous allez réintégrer l'Ukraine ? Là, le gars lui répond, mais c'est même pas un sujet de discussion en fait ici. Il dit quand on en parle, les gens rigolent. Là, le présentateur insiste, demande ce que Zelensky pourrait faire pour stimuler les habitants à vouloir un retour au sein de l'Ukraine. Le gars essaye de tourner autour du pot pour essayer de pas être trop méchant. Puis à un moment, quand l'autre le dit, oui, mais vas-y, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et le gars lui dit, mais en fait, moi quand je regarde les programmes TV ukrainiens, mais on n'attend plus rien de l'Ukraine. Et là, on voit le présentateur, mais baisser la tête effaré. Effaré. Parce qu'il découvre que les gens d'ici regardent la télévision ukrainienne. Et quand ils voient ce qu'ils y voient, ils n'ont pas envie de retourner en Ukraine. Quand tu vois un Biletsky qui appelle à appliquer soit le scénario croate, soit la solution à l'israélienne, quand tu vois... que ce genre de choses avec des gens qui te disent les gens du Donbass sont des parasites, faut les éliminer, faut les mettre dans des camps de filtration, faut nettoyer ethniquement le Donbass, etc. Mais vous avez pas envie de retourner dans ce pays, sauf si vous êtes complètement demeuré, mais c'est pas le cas des habitants d'ici.
Et donc là, le présentateur, il est tombé complètement des nues, quoi. Tu vois, je crois que, enfin, il s'y attendait pas, celle-là. Donc voilà, je veux dire, Zelensky, enfin, si quelqu'un un jour te transmet le message, je sais pas, mais fais l'économie de cette chaîne de télé. Utilise le pognon à la place pour payer tes retraites, déjà, pour commencer, pour empêcher la fermeture des hôpitaux psychiatriques ou des hospices pour tuberculeux, parce que là, on en est là. Hein. Il semble qu'à partir du 1er avril, ça va être lâché de fous et lâché de tuberculeux en Ukraine, parce qu'en fait, les réformes de la ministre de la Santé visant à couper joyeusement dans le budget de la santé, bah, ça va mener à encore plus de fermetures massives d'hôpitaux, parce que maintenant, il faut qu'ils soient rentables. Voilà. Sauf que bon, un hôpital psychiatrique, enfin, je sais pas comment ça peut être rentable, c'est-à-dire à un moment il faut arrêter les bêtises. Donc voilà, donc ils vont lâcher les fous et les tuberculeux dans la nature. C'est déjà qu'ils ont beaucoup de cinglés en circulation. Je vous encourage à aller voir la traduction d'une interview vidéo qui a été faite par NTV d'une ancienne prisonnière, d'une femme issue de Donetsk, qui avait été près de 2 ans dans les geôles ukrainiennes, qui a été torturée, violée. Ils lui ont fait la technique de l'asphyxie pour l'obliger à avouer un crime qu'elle n'a pas commis. Je ne vous l'ai pas lu là, parce que très sincèrement, rien que de traduire ce texte, j'avais vraiment envie de vomir. Et là, de le lire devant caméra, je ne me sens pas de le faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir sur Donbass Insider, il est toujours pour l'instant dans les articles qui sont en tête de page. Vous irez le regarder. C'est très très dur pour ceux qui sont russophones. Ne regardez la vidéo que si vous avez les tripes bien accrochées. Parce que sincèrement, ça donne envie de pleurer, de vomir ou de commettre des trucs pas très légaux contre voilà, ceux qui lui ont fait ça. Donc voilà la situation. Je pense que là, avec le redout qu'on a ces derniers jours, la situation va de nouveau s'aggraver en termes militaires. J'espère vraiment qu'au niveau de l'ONU, le Conseil de sécurité va faire une évaluation suffisamment négative de la mise en œuvre des accords de Minsk pour taper un petit peu sur les doigts de l'Ukraine, essayer de les pousser au moins, ne serait-ce qu'à respecter le cessez-le-feu et à faire au moins ce désengagement sur 3 zones pilotes de plus. Mais pour l'instant, je vois clairement que la prochaine réunion format Normandie, elle est très mal barrée et je pense que ça va rester comme ça pour un petit moment. Voilà, donc voilà la situation. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep.